Encre et Plume, c'est tout de suite avec Cathy Devel. Encre et Plume. Chaque samedi, 20h10, Encre et Plume. Réel plaisir de vous retrouver en ce samedi 19 août 2023, fidèles auditeurs d'Encre et Plume, bonsoir. Avec nous dans ces studios, Monsieur Hassim Babati, auteur du livre L'enfer à la mayonnaise. Bonsoir et bienvenue Monsieur Hassim Babati. Bonsoir Dovel. Au cours de cette émission, nous allons revenir sur la 9e édition de Jeux de la francophonie qui ont eu lieu à Kinshasa dans la discipline littérature catégorie nouvelle, avec la nouvelle de Beïdan Niman, candidate du Djibouti, pour une petite lecture de son œuvre intitulée Les périples d'une goutte d'eau du fond des océans. Place à l'invité du jour qui est-il, que fait-il, biographie. Doublement médaillé pour son apport dans le rayonnement de la culture congolaise, journaliste, scénariste, auteur de bandes dessinées, créateur de dessins animés et designer, Hassim Babati s'élance dans l'écriture à travers un récit autobiographique et l'adaptation de certains de ses scénarios de bandes dessinées en roman. Voilà pour ce qui est de la présentation de l'auteur et à présent, comme à l'accoutumée, place au résumé de l'œuvre. Encre et Plume avec Katia Dovel. Chaque samedi à partir des 20h10 sur B1 FM. L'enfer à la mayonnaise, paru aux éditions Les Crayons Noirs en 2021. Elle a comme l'impression que ses mains sont imbibées d'alcool et sentent l'ammoniac et non l'alcool. L'ammoniac, purée. Ce sont les urines. De qui? Mais de qui? Mais qui a encore fait pipi dans son lit? Qui? Mais non, elle est seule depuis 11h du matin. D'ailleurs, elle a toujours été seule. Et pourquoi ces urines sont-elles de l'ammoniac? Ce qu'elles ne doivent pas dater de cette nuit. Qui alors a transformé sa maisonnette en pissotière? Qui? Kosso n'a pas de solution à ces questions. Attraper les polissons qui prend plaisir à lui faire cela pendant ses absences et lui en placer une bien bonne là, au même endroit qu'à Ben Boukassa et à Enimio, crampant en avant et on n'en parlera plus. Elle sent sa colère monter et a envie de trangler quelqu'un. Mais qui? Elle est tentée d'ouvrir la fenêtre pour aérer sa chambre, seulement elle n'a ni besoin de s'élever, moins encore le désir d'ouvrir les yeux avant le lever du jour, quelle qu'en soit la raison. Mais elle doit agir coûte que coûte pour mettre fin à cette farce de mauvais goût. Voilà l'essentiel du résumé de l'auteur L'enfer à la mayonnaise. Cher auteur, je dois vous avouer, moi en premier, je meurs d'envie de savoir ou chercher à comprendre les titres. Qu'est-ce que cela signifie, l'enfer à la mayonnaise? L'enfer à la mayonnaise, évidemment c'est de l'enfer, parce qu'il y avait de la mayonnaise dedans et puis il y avait du ketchup. Qu'est-ce que je veux dire, l'enfer à la mayonnaise? Évidemment c'est l'enfer, en fait, c'est une histoire d'enfer. Il y avait de la mayonnaise dedans et puis il y avait du ketchup. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça vient de très loin, de très loin. Bon, j'ai voulu exprimer ça sous forme d'une métaphore. Tout petit, tout enfant, et j'avais 8 ans. Et j'ai connu la rébellion mouléliste à Kisangani, où je suis né. Et j'ai vécu un spectacle inénarrable. Voilà, c'était macabre. Il y a eu des morts partout des morts. Dans les rues, partout, ouais. Des corps en putréfaction. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait les chiens de la ville. Tous les chiens de la ville sont sortis pour manger de la chair humaine. On en voyait ça tous les jours dans la ville. Et en rien de temps, tous les chiens ont pris du volume qu'on ne peut pas imaginer. Et puis ils avaient des museaux rouges de sang humain. Ah bon, parce qu'ils mangeaient la chair humaine? Oui, j'ai vu ça, j'avais 8 ans. Ça date de quand c'est fait? La rébellion Mouleli, c'est de 1964 avec Kisangani. Et tous les jours, c'était le spectacle sous mes yeux. J'avais 8 ans. Et c'était la désolation. Bon, on a quitté la ville parce qu'il y avait trop de pluie de bombes. Nous sommes allés vivre dans la forêt.
On est resté pendant 3 ans. J'ai un livre là-dessus aussi. Hein. Je n'ai pas encore publié. C'était mon tout premier livre. Hein. Écrit depuis 2007. Je n'ai pas encore publié. Ça viendra un jour. Et depuis ces âges-là, et puis à un moment, j'ai dit, mais si les chiens peuvent faire ça à l'humain, pourquoi on dit que les chiens, c'est les meilleurs compagnons de l'homme? C'est l'animal de compagnie et tout ça. On ne voit pas les côtés méchanceté et l'hypocrite et revanchard des chiens. Et je me posais la question, j'ai dit, mais qui pourra rendre la monnaie de sa pièce au chien par rapport à ce qu'il a fait? Il n'y a pas de réponse. Bon, je vais dire une bêtise, mais c'est la réalité. Et voilà, il n'y a pas longtemps, et moi j'étais dehors, j'ai vu des scènes à Kinshasa, les gens qui se réjouissaient, ça cuisinait des chiens partout dans la rue, ça fumait, j'ai dit, mince, enfin, quoi, la belle revanche. Vous avez aimé? Oui, les chiens ont trouvé des répondants. D'où l'inspiration de l'enfer à la mayonnaise. Voilà. Et la mayonnaise, c'est quoi? La guerre, on en parle à la radio, dans les médias, et on voit les images à la télé, on ne sait pas ce que c'est. Il faut être de la fournaise pour comprendre ce que c'est. Une balle qui rentre dans la tête, c'est un petit trou. Quand ça sort par derrière, tout est ouvert. Et le cerveau qui sort, tout blanc là, ça ressemble un peu à la mayonnaise, cette affaire. Surtout quand le soleil arrive, ça commence à fondre, ça coule sur les pavés, c'est de la mayonnaise. Quand c'est mélangé au sang, c'est du ketchup qu'on a mis dans la mayonnaise. Je refuse d'imaginer. Ah bon, je refuse d'imaginer. Voilà pour dire que la guerre, c'est très sale, très, très sale. Moi, j'ai connu la guerre à l'âge de 8 ans. Mais voilà, c'est cette image-là qui m'a donné le titre de l'enfer à la mayonnaise. Parce que la guerre, c'est l'enfer. Les champs des morts, c'est l'enfer. Tous ces cerveaux éclatés qui fondent sous le soleil, c'est de la mayonnaise, j'ai dit non. Et tous les sangs qui se mêlent à ça, c'est du ketchup, j'ai dit non. Et cet enfer-là des corps abandonnés, cet enfer-là, avec des cerveaux, j'ai appelé l'enfer à la mayonnaise. J'aurais jamais imaginé un tel métaphore, bravo l'auteur. Merci. Et notre deuxième question... C'est triste quand même, quoi. Oui, c'est vrai que c'est triste, mais c'est quand même quelque chose de fort. Oui, évidemment. C'était ma colère, une façon d'exprimer ma colère par rapport à ce que j'ai vécu à 8, 9 ans, même 9 ans et demi. C'était une façon d'exprimer ma colère. Très bien. Vous parlez à la deuxième page d'une guerre où vous dites « L'idée étant de se mettre à l'abri. De quoi? De qui ?» Elle ne sait le dire. Tant que ça tire et que ça bombarde, autant quitter. Quitter et aller loin, le plus loin possible. Si ça peut aider à sauver. Si ça peut aider à sauver sa peau. Vous avez devancé la question en parlant justement de la guerre à Kisangani. Moi, en lisant, j'ai pensé que vous faisiez allusion à la guerre de l'Est. Mais toutes les guerres sont sales, il n'y a pas de guerre propre. Et encore pour moi, j'avais 8 ans quand j'ai vécu ça. 8 ans et demi, 9 et demi. Et c'était que ça. Les crépitements d'armes, les bombes qui arrivent, et tous les corps que je voyais là comme ça. Mais après, ces déplacés de guerre, ils partent où? Les quoi? Les déplacés de guerre. Ah oui, les déplacés de guerre. Vous l'avez dit, partir, mais où? Oui, justement. Et je vais dire une chose grave. C'est ma réalité. Et dans ma famille, nous sommes nés 13, des mêmes pères et de la même mère. Moi, je suis le 5e de ma famille. Et quand il y avait cette guerre-là, nous étions à l'époque 11. La dernière née de la famille avait 5 mois. Et un soir, comme ça, la nuit, on devait quitter la maison parce que ça bombardait de partout. Nous, on n'était pas loin de l'aéroport. Quand ça bombardait à l'aéroport, tout l'édifice de notre maison, et ça bougeait. C'est comme si ça allait s'effondrer sur nous. Parce que c'était intensif à l'aéroport. Il fallait contrôler l'aéroport. Ça bombardait intensivement là-bas. Et puis à la maison, et à 3 heures du matin, mon père dit on doit quitter. Essayez de vous mettre à la place de mes parents. Un couple avec 11 enfants. 3 heures du matin, il faut quitter la maison. Pour aller où? La très bonne question. On ne sait pas. On est sortis comme ça. Et c'est pas qu'on fait des valises. Hein. Tu vas prendre tes valises, tu prends tes chaussures, tu mets là-bas. Non.
ça bombarde, vous sortez. Si ça bombarde par devant, vous sortez par la porte derrière. Tu étais pieds nus, tu pars pieds nus. Tu étais en culotte, sans chemise. Et alors, nous, on est restés dans la forêt pendant 2 ans et demi. Et moi, je devais gérer ma culotte pendant 2 ans et demi, l'unique culotte. Je ne sais même plus si j'avais de chaussures ou j'avais de babouches. Si j'avais une chemise, c'est la même chemise que je devais gérer pendant 2 ans et demi encore. On part dans la brousse, on part dans la forêt, là, on est à la mèche de la nature. Et il n'y a pas de trousse médicale. On est tombé malade, on est tombé sérieusement malade, on a frôlé la mort. Il y a des gens qui sont morts sous notre nez. On n'a pas d'économie, on n'a pas des provisions, on n'a rien du tout. On est devenus comme des animaux. On mange quoi? C'est qu'on a sous les yeux. Ça peut être une feuille, ça peut être une racine, ça peut être n'importe quoi. On n'a pas le choix. Voilà un peu pourquoi j'ai dit, il faut aller où? On ne sait pas. On sort pour aller nulle part. Mais quelque part quand même, qui ne se définit pas. On ne connaît pas la direction, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver là-bas. Par là, je voulais dire simplement que, bizarrement, je suis inspiré par la guerre. Je suis inspiré par ma propre vie. C'est que j'ai vécu sous cette rébellion-là. Ça a influencé toute la suite, tous les restes de ma vie. C'est ça qui m'inspire le plus. J'ai fait beaucoup allusion à ça quand j'écris. D'accord, on comprend mieux maintenant. Votre personnage principal, Kosso, je prononce bien son nom, Kosso? Je ne sais même pas prononcer moi-même, j'ai écrit seulement. Ah, comment ça? Et je me suis dit ceci, quand j'écris, à un moment, je m'amuse aussi, parce que c'est vrai que quand j'écris, c'est une façon de chasser ma tristesse. Je suis triste souvent beaucoup, et puis un peu timide. Et pour chasser ma timidité... Non, vous n'avez jamais prononcé ces noms vous-même? Non, jamais. J'ai écrit. Donc je prononce comme je veux. Oui, voilà. La personne peut se fâcher là où elle est, c'est son problème. Oh, bon, là là. Je suis triste. C'est une façon de cacher ou de chasser ma tristesse et puis de tromper ma timidité. Je suis très timide. Je disais donc, Kosso, votre personnage principal, chose drôle, malgré l'accident connu en rêve, dans la réalité pendant son sommeil, il s'éconne fortement contre le mur. Mais encore une fois, Kosso refuse d'ouvrir les yeux. Pourquoi donc? Et toute l'histoire se passe de 11h à 16h. Elle dormait, en fait. Mais il faut... Je tire un peu de moi aussi, cette partie-là. Elle dormait la journée. Elle fait la sieste, et puis à un moment, il y a trop de bruit, il y a trop d'agitation autour d'elle. Il faut ouvrir les yeux pour voir qu'est-ce qui se passe. Moi, par exemple, quand je dors et qu'on me réveille brusquement, ou je me réveille la nuit et que j'ouvre les yeux, que je vois la lumière, c'est fini, je ne dors plus. C'est-à-dire que quand je dors, je veux vraiment que ce soit l'obscurité totale. Il suffit seulement qu'un rayon de lumière entre dans mes yeux, c'est fini, je ne dors plus. Alors, elle ne voulait pas ouvrir les yeux de peur d'affronter la lumière, sinon ça interrompait son sommeil et puis elle ne dormirait plus. Et elle tournait en rond, elle tournait dans son lit, et tout se passait, elle écoutait les bruits de dehors, mais pas question d'ouvrir les yeux, sinon elle va sortir. Et elle est restée là. Elle voulait continuer son rêve. Et tout s'est passé dans ça. Et je voulais dire à un moment pour les noms, pour chasser ma tristesse, et je me suis dit, j'ai beaucoup lu des romans des autres. J'ai vu des noms, et puis des noms qui nous sont devenus familiers. J'ai dit, mais où est-ce que vous trouvez ces noms-là? Est-ce que c'était des noms spéciaux ou spécifiques pour des romans, pour des récits, ou c'est des noms des personnes qui auraient existé à un certain moment? Je me suis dit, certainement, ils ont tiré ça des personnes qui ont existé, peut-être dans leur entourage aussi, pourquoi pas dans les familles. Moi, j'ai dit, bon, ok. Là, je vais me payer la tête de certaines personnes. J'aime bien jouer ces jeux-là, mais quand on ne me voit pas. Et j'y suis allé sur des amis virtuels sur Facebook. J'ai ramassé tous ces noms-là, ce sont mes personnages. Oh là là! Et puis voilà. Ah, c'est comme ça que vous avez tiré un Kosso. Oui, voilà. Je ne l'ai jamais vu de toute façon. C'est juste une personne virtuelle. J'ai dit, bon, je vais prendre des noms comme ça. Quand les gens vont lire les romans, ils vont rougir comme ils veulent. Moi, je m'en fous. Je vais leur faire jouer des rôles vraiment pourris. Je m'en fous complètement. De toute façon, physiquement, on ne se connaît pas. C'est vrai qu'il y en a un que je connais, Martin Nimou. C'est un collègue journaliste. J'ai dit, bon, je me paye sur sa tête, pourquoi pas. Bon, finalement, j'en ai croisé un, petit Ben Boukassa. Je ne le connaissais pas. Qu'a-t-il dit après lecture de votre roman? Bon, lui, il était tout le temps sur ma page, tout ça. J'ai dit, bon, ça là, je le prends.
Et puis j'ai publié quand même quelques extraits des romans pendant que j'écrivais. Il n'a jamais réagi? Il a réagi et tout. Il comprenait pas pourquoi j'ai fait jouer ces rôles-là. J'ai dit, je m'en fous. Et puis on s'est vu une seule fois dans la vie. Et puis je crois que c'était pendant une petite heure. Et puis c'est tout. Voilà. Ah, d'accord. Nous poursuivons. Kosso n'avait ni téléphone, ni horloge, encore moins un portable. Pourtant, elle était joueuse de football à succès dans l'FC Owanji KL. Comment cela s'explique? Elle n'avait que son lit. Comment cela s'explique? Bon, Elle était si pauvre que ça? Ben, je sais pas, pauvre. Je l'ai cloisonné quand même pour qu'elle ne s'échappe pas de sa chambre où elle était. Et que si elle sort de là, je sais pas, je vais la suivre encore parce qu'elle était ma base d'inspiration. Et donc, je joue sur elle. Pas de téléphone, pas de communication extérieure, tout ça, elle reste là. Parce que si, par exemple, on l'appelle et part, moi, je saurais plus la suivre, je saurais plus l'inspirer. Bref, c'est quoi? C'est une introduction, en fait, à une autre matière. Et j'ai dit qu'elle a joué au basket. Football d'abord, et puis basket. Et puis football club, c'est Owanji. Owanji, en fait, je ne l'ai jamais vu aussi. Il était assidu sur ma page Facebook. J'ai finalement découvert que c'est un boxeur. Ok, oui, c'est belle coïncidence. Oui, et puis il a gagné quelques trophées aussi. On ne s'est jamais vu, lui et moi. On échange sur Facebook. Moi, je ne sais plus son nom, je m'en fous. Bon, il peut se fâcher là-bas, mais il ne me voit pas. Donc, c'était une introduction pour revenir un peu en arrière. Pourquoi? Dans le domaine du football, prenons plutôt le basket. Nous avons connu l'équipe nationale qui a gagné quelques trophées à l'époque. Et aujourd'hui, on semble fermer les rideaux sur le basket. Et même si ces acteurs, les actrices, je parle plus de basketball féminin. Du coup, là, tu vas voir, à un moment, je reviens sur Longazan Kamimbai. Tu ne connais pas, certainement. Non, c'est pas mon époque. Yuyu Mwadi, tu ne connais pas. Et c'est des personnes qui ont magnifié l'image de ces pays. Mais on a oublié. Et quand j'introduis, je la prends dans le domaine du foot parce que quand je vois les filles jouer au foot, moi je suis admirateur, j'ai dit tiens, mais c'est très bien ça. Ils n'ont pas beaucoup de promotion pour ça, ils sont donc, pas encouragés. En gros, ils ne s'y retrouvent pas. Je rentre maintenant, je la mets dans le basket pour parler maintenant des basketteurs de cette époque-là, les prouesses, qu'est-ce qu'ils ont fait, les médailles qu'ils ont gagnées et tout ça. Je suis revenu sur vraiment les baskets, tous les prouesses. Et puis, à un moment, je vais aussi revenir sur la mémoire de la presse congolaise parce que... Vous dépensez toutes mes questions, je veux manquer de questions. J'ai prévu vous poser toutes ces questions. Autant que je dise tout, sinon on va revenir. De toute façon, je vais laisser des ouvertures. Laissez-moi faire ça, s'il vous plaît. Alors, d'accord. L'autre question, c'est de savoir la fameuse question, alors Kosso a réellement fait pipi ou pas? Moi-même, je ne sais pas. Oh là 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 là. Parce que... Oh là 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 là. Dans les récits, il s'est réveillé à un moment, il ne s'est même pas réveillé parce qu'il dormait toujours. Il a comme l'impression qu'on a fait pipi dans son lit parce qu'il s'est mouillé. Qui a fait pipi dans son lit, c'est la question que je pose. Moi, je ne sais pas répondre, elle-même non plus. Donc au lecteur de répondre? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il faut retrouver qu'on nous dise ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a plu, est-ce que sa maison est trouée? Est-ce que l'eau de pluie est rentrée dans la maison? Est-ce que la maison a été inondée? Qu'est-ce qui a fait que son lit, son matelas a été mouillé? Est-ce que son matelas était réellement mouillé? Finalement, je ne sais pas répondre. Elle ne sait pas répondre. Je ne sais pas comment on va faire. Aucune réponse. Mais voilà, on est resté là-dedans. Alors, fidèles auditeurs, à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur la 87.8 B1 FM. Dans Encre et Plume, nous avons avec nous dans ces studios M. Assim Babati et nous parlons de son œuvre intitulée L'enfer à la mayonnaise. Nous continuons avec cette question de plus, bien que vous m'aviez dépensé, je le dis quand même. Pourquoi
pourquoi avez-vous fait le choix de rappeler dans votre œuvre le championnat rapporté par la RDC jadis Zaïre, dans le basket tout comme dans le sport? En disant, moi personnellement, j'ai ressenti cette tristesse. Ces quelques lignes traduisent la désolation, la tristesse, parce que le sport basket tout comme foot n'est plus le cas de nos jours. On fait du méli-mélo à un moment, c'était toi et on s'est vous voyez. Qu'est-ce qu'on fait là? On s'est vous voyez. Je vous laisse le champ libre. Ah, là, vous voyez, donc on s'est vous voyez. C'est un peu lourd hein, de dire vous. Bon, Oui, sentez-vous à l'aise. On va y aller comme ça. Pourquoi je rappelle ça? J'ai connu cette époque. J'ai comme l'impression qu'on semble pas seulement l'oublier, mais l'effacer complètement. Et moi, ça me rend triste. Nous devons connaître notre passé pour essayer de planifier l'avenir. Et j'ai fait une bande dessinée aussi là-dessus, qui est sortie, je ne l'ai pas amené vraiment ici, j'ai pas qu'on fait la promotion, qui s'appelle Fast et Frasque à Kinshasa. Et j'ai rappelé ça parce que quand je parle de Conso et que j'ai fait intervenir Martin Nimo, qui est journaliste, qui a suivi sa carrière en tant que joueuse de football, et du coup, ça m'a renvoyé maintenant pour parler des hommes et des femmes des médias. Vous avez vu quelque part, presque la deuxième moitié, je parle de ces personnes-là qui m'ont sublimé quand moi j'étais enfant. Si je suis devenu journaliste à un moment, c'était eux. Par exemple, quand j'écoutais Tchimpoupou, vous ne connaissez pas? Je ne connais pas. Décidément, je ne connais pas. Quand j'écoutais un monsieur comme Tchimpoupou à la radio, j'étais à l'école primaire, la question que je me posais, c'est un Congolais, du Zaïro à l'époque, ou c'est un Blanc? L'accent. Et Tchimpoupou, tu ne peux pas savoir si c'est un Congolais, à l'époque, où c'est un Blanc. Il te fait rêver. Non seulement ce qu'il dit, sa connaissance en fait. Des émissions comme Boîte postale 2244 à la radio nationale. Il y avait un trio. Nzazima Bidi, Sula Masula, et il y avait un Belge, Luc Michel. Quand il faisait l'animation les matins, c'était je crois tous les jeudis, à un moment, tu ne sais pas savoir qui parle. Ils avaient le même timbre vocal presque, l'aisance quand ils parlent, l'éloquence, et puis la connaissance. Et samedi, il y avait une chronique à la radio avec Aipam Mwanango. Moi, je croyais que ce type-là, c'était un magicien. Il avait toutes les réponses du monde. Il avait la culture générale assez poussée. Oh mon Dieu! Et quand j'écoutais, je quittais pas la radio, j'étais sublimé, j'ai dit, mais ces gens-là, ils sont comment? Est-ce qu'un jour, moi, je serais devenu comme eux? Vous répondez déjà à la question, à la 7e question. Pas grave. Mais allez-y quand même, je vais seulement lire la question. Ça me faisait rêver. J'ai dit, oh là là, il faut que je devienne comme eux. J'ai tout fait, beaucoup de lectures et tout, parce qu'à un moment, il faut vraiment... D'où vous êtes devenu journaliste? Je ne sais pas, je crois que c'est eux, en fait. Il faut remercier ces messieurs-là. Ils sont toujours en vie. Malheureusement, je crois qu'il y en a qui sont morts. Je vais arriver à cette question des remerciements. J'écoute la radio. Le matin, il y avait des émissions. Moi, si à Tangwasika, par exemple, et on avait une version en Tilouba, et il y avait une version en Swahili, et puis il y avait une version en Kikongo, quelque chose comme ça. J'écoutais l'émission à Lingala, les femmes là qui faisaient l'animation libre, vraiment c'était bien. Et quand c'est fini, il y a la même émission qui revient en Kikongo, je ne comprends pas les Kikongo. Et à un moment, tu as la version Tilouba, la version Swahili. À force d'écouter ces émissions le matin, je comprends les Kikongo. Je peux même parler à 10%. Enketo signifie quoi? C'est la femme. Ok. Et je peux comprendre le Tilouba à 3%. Les Swahili, il n'y a pas de souci. J'ai parlé Swahili avec Sangani, je comprenais. Donc voilà, la radio pouvait t'instruire. Et c'est que tu écoutais la radio, ça t'instruisait dans tous les sens. Et moi, j'ai dit aujourd'hui, la radio peut t'abrutir complètement, quoi. Et sortir même ce que tu avais dans le cerveau pour rentrer. Je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Donc, je suis revenu ici, ces hommes des médias, si les gens, les prouesses des sportifs, sur tout ça, pour qu'on se remémore de ces gens-là, pour qu'on se remémore de cette époque-là, faste du Congo, à l'époque Zaïre. Et pourquoi, dans chaque domaine, on ne reviendrait pas à ces mentors-là pour qu'ils fassent les coachings des autres? Moi, j'ai été invité une fois. Pour assurer la relève? Absolument. Moi, j'ai été invité une fois. Ça, c'est quelque chose qui va me marquer à vie.
l'émission Week-end à bonne compagnie, c'est la RTNC. C'est Nzazima Bidi, Sulo Masula, et puis Titenga Madika, et puis les autres. Et ça s'appelle comment là? Et je suis invité un samedi. J'ai croisé Nzazima Bidi dans la rue. Il me dit, ah non, justement, on a une émission, l'anniversaire, c'est pas quand c'est mon anniversaire de l'émission. Est-ce que tu peux être avec nous? C'était à 2 jours de l'émission. J'y suis allé, sur le plateau, et on parlait, on animait, il y en a un qui, le nom ne vient pas, Théo Boniface, j'ai oublié son nom, là, on l'appelait Théo Boniface, il est mort. À la RTNC, on a fait l'émission autour des tables. Ils me posaient beaucoup de questions. Des fois, je répondais difficilement. J'étais en admiration. De leur connaissance. Mais moi, j'étais à fond. Ces gens-là m'ont rendu fou. On écoutait la radio. Je suis là sur les plateaux avec eux. On doit co-animer une émission ensemble. Je n'en revenais pas, quoi. C'était un rêve devenu réalité. Je n'ai jamais rêvé être ensemble avec eux. Là, j'étais là. Mieux, c'est un miracle. L'émission, je n'en revenais pas. On devait parler ensemble, on parlait, mais moi, j'étais en retrait, j'étais en retard. Je n'en revenais pas. J'ai dit, mais comment moi, c'est le même plateau, avec ces gens-là, mais je n'arrive pas. Voilà. C'est resté un souvenir. Pour moi, c'est quelque chose de trop bien. J'ai dit, mais enfin, ces gens-là, on devait leur donner encore beaucoup plus de valeur que ce qu'ils ont, ce qu'on croit. Bon, il y en a qui sont morts aujourd'hui. Je crois qu'il y en a qui sont... Vous avez répondu à la question, je le lis quand même, c'était « Mes moments pour les médias, vos écrits traduisent de la tristesse, du regret en comparant indirectement la télé, la radio d'avant à nos jours. Vous êtes même allé jusqu'à citer les noms de journalistes, animateurs et émissions. Vous avez écrit, j'ai lu, l'époque où la radio était encore la radio, mais c'est elle qui vous écoutait. L'époque où la radio vous restituait de choses qui vous emmenaient à croire qu'elle lisait en vous ce que vous cherchiez à comprendre. » Voilà, vous avez très bien répondu à la question, dont vous avez donné la réponse. Je parle aussi de la télévision quelque part. Oui, vous avez parlé aussi de la télé. Vous avez noté ça? Oui, je notais ça. Je l'ai dit, vous parlez et de la télé et de la radio. Oui, parce que la télé, je prends par exemple une émission Appétit sur l'antenne, je crois. C'est Kaloubi Mati, une émission de cuisine. Déjà, au niveau des génériques, même si vous avez un programme, vous restez, vous ne sortez pas. Vous regardez rien que le générique. Et quand elle va parler, va expliquer les recettes, comment elle fait, je ne sais pas, c'est peut-être moi. Tu as comme l'impression que tu sens l'odeur de ce qu'elle a été de cuisiner. Vous aviez quel âge j'ai grandi, j'étais un enfant et puis j'ai grandi à un moment. Et quand je suivais par exemple avec Kaloubi Mati, j'avais déjà commencé à écrire dans la presse. Donc avant d'écrire et puis pendant que je suis devenu journaliste. Mais je suis resté toujours dans cette sublimation-là. J'écoute l'émission culinaire, mais tu restes là, et à un moment, tu dis, mais c'est comme si tu sentais le parfum de ce qu'elle cuisinait à la télévision. C'est-à-dire que ces gens-là dégageaient une énergie terrible par rapport aux auditeurs, par rapport aux téléspectateurs. Je me pose toujours la question, pourquoi on ne les utilise pas aujourd'hui? J'ai fait un post il y a 2 jours, j'ai dit, on pouvait faire écho à ces gens-là, créer une sorte de haute école de l'audiovisuel. Que ce soit eux qui encadrent ceux qui viennent aujourd'hui pour leur donner les ficelles. Mais de nos jours, il n'y a pas de journalistes qui sont pareils. Il n'y a pas quand même c'est pas tout le monde. Qui sortent du lot. C'est pas tout le monde. Quand je parle de la globalité, c'est pour poser la question de manière générale. Il y a des exceptions. Je n'ai pas dit que non, il y a des exceptions. Mais j'ai dit quand même que s'ils viennent donner ce qu'ils avaient aux autres, ce sera encore un plus. Ce sera vraiment un plus parce que je parle des émissions, l'animation libre, moi c'est Atangwasika. Je parle de l'émission culinaire qui captive. Je parle des chroniques de Aïpa Mwanango. Mon Dieu. Mais l'émission Boîte Post à 2244, il y avait un animateur à la radio à l'époque, Tambokako Tamouchapata, qui faisait bruit à braque. J'en ai parlé là-dedans. Mais tout à la radio, mon Dieu. Bon, je ne sais pas si ça avait un effet particulièrement sur moi ou sur tout le monde, mais moi, j'étais sublimé. Voilà. Alors, il y eut dans le temps éloigné de gens qui mangeaient leur chikwang, rien qu'avec les fumées qui se dégageaient d'une marmite alentour et s'est rassasié ainsi. Il leur restait qu'à ingurgiter un grand verre d'eau pour la digestion. Est-ce vrai? J'étais ça de ma mère. Ma mère, c'est une histoire racontée. Ma mère, des fois, quand elle cuisine et que les parfums... Ah, donc là, vous parlez de vous. Non, c'est ma mère.
moi, je ramasse des choses de partout. Non, mais vous parlez de vous, à l'époque, vous mangiez la chikwang rien qu'avec Non, j'ai cette jamais fait odeur-là. ça, mais ma mère... Dites la vérité. Ma mère qui disait, non, je vais arriver. Ma mère qui disait, il peut arriver qu'à un moment, quelqu'un qui cuisine, il y a un bon parfum qui se dégage, vous pouvez être amené à acheter une chikwang. Vous n'avez pas de condiments, mais vous mangez la chikwang avec ces parfums-là et vous pouvez être rassasié. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est prendre un verre d'eau. Pourquoi j'ai fait allusion à cette phrase de ma mère? Pour expliquer maintenant ma petite colère contre les chiens. Les personnes qui arrivaient, que les parfums de la viande du chien qui allaient partout, et dit, bon, même s'il n'a pas le temps d'aller acheter la viande parce qu'il n'a pas l'argent, il peut prendre son foufou, avec ces parfums-là, il mange, il est content, il boit. Et puis, je mange pas cette viande-là, je sais même pas ça goûte quoi, mais moi, c'est juste ma petite colère contre les chiens par rapport à ce qu'il a fait avec Sangani, et d'où j'ai écrit ces romans-là, voilà. Comme annoncé au début de l'émission, vibrant au rythme de la francophonie avec la nouvelle de Beyidan Niman, du Djibouti avec sa nouvelle intitulée Les périples d'une goutte d'eau du fond des océans. Beyidan Niman, né le 29 décembre en 1999 à Djibouti, licenciée en lettres modernes en 2022, passionnée de littérature depuis toute petite, elle est lauréate de plusieurs concours littéraires à Djibouti, au lycée et à l'université. Elle a travaillé au ministère de la Jeunesse de Djibouti et dans l'événementiel. Actuellement, elle est étudiante en master en communication. Voici donc sa nouvelle. Encre et plume avec Katia Dovel. Chaque samedi à partir des 20h10 sur B1 FM. Son périple commença avec force et ardeur. Il lui fallait se battre pour nager à contre-courant. Attaquer et repousser de toutes parts, comme si son monde tentait de la tenir à sa place, comme si la lutte qu'elle venait à peine d'entamer était déjà vouée à l'échec. Dans l'obscurité totale et absolue, dans cette solitude marquée par le beau d'ornement du silence et le poids de la marée qui venait la narguer jusque dans le profondeur, la petite goutte se sentait oppressée sans aucune raison valable. Cependant, jamais elle n'a fléchi, jamais elle n'a douté, plus que jamais belligérante et seul le membre de la rébellion qu'elle avait déclenchée. Au contraire, elle était sûre qu'à la fin de ces vacarmes assourdissants régnerait le calme et la paix intérieure. Petit à petit, au gré des efforts qu'elle fournissait contre cet amas qui s'est contenté de l'écraser, de l'étouffer par sa présence, elle crut apercevoir une lueur au loin, une clarté comme elle n'en a jamais vue auparavant. Curieusement, c'est à cet instant que de doutes inquiétants virent le jour, l'envie d'abandonner grandissant en elle au fur et à mesure qu'elle avançait. Tu devrais abdiquer, tu es allé assez loin. Il est temps de jeter l'encre, car cette pauvre lumière qui effleure ton front est le mieux que tu puisses obtenir, lui disait cette voix limpide qui résonnait au fond de sa tête. Néanmoins, sa volonté demeurait intelligible. Une autre goutte n'aurait jamais compris son raisonnement, car ce qui était considéré comme de la folie par ses pairs lui semblait tout à fait logique. À mesure qu'elle avançait, s'est faufilée comme elle le pouvait, tel un skieur glissant et slalomant pour éviter les obstacles. Elle remarqua que plus elle s'approchait, plus elle sentait la chaleur de ces infimes rayons qui la traversaient de toutes parts. Progressivement et avec l'acquis du temps qui passe, plus elle s'est dirigée vers cette lumière réchauffante, plus le tendu d'eau à laquelle elle appartenait l'agressait toujours plus sauvagement. À croire que ces vagues qui s'acharnaient à la garder dans le profondeur avaient une rancune envers elle. Elle était consciente que ça ne suffirait pas, qu'il aurait beau mettre toute leur rage contre elle, elle traverserait cette barrière qui la séparait de la surface de l'océan. Elle savait que ces vagues opprimantes n'avaient pas plus de volonté qu'elle. Alors elle rassembla ses dernières forces au bord de l'épuisement, harassée et exténuée par cette lutte qui avait peut-être duré des heures, de jours ou de mois. Cette bataille qu'elle menait seule et sans soutien, par elle et pour elle, ces hostilités qui n'en finissaient pas et qui devraient cesser. Elle était proche de ses rêves qui l'obsédaient et qui étaient à portée de main. C'est à ce moment-là que dans un dernier élan, comme poussée et soutenue par les flots, une simple petite goutte d'eau s'échappa de l'océan et revint se poser doucement à la surface de l'eau. Elle avait fait.
Elle s'était libérée de cet amas pendant une infime seconde. Elle était détachée de tout et reliée à rien. Elle ne flottait plus, elle volait, elle était plus dans mais sûre. Elle n'était plus dans le noir mais bel et bien à la lumière. Elle faisait face aux nuages et à un ciel bleu étincelant qu'elle avait tant imaginé et qui rayonnait comme elle ne l'avait jamais soupçonné. Elle savourait chaque lueur que cet astre voulait bien lui offrir et tirait plaisir du fait de refléter et de laisser transparaître. Elle était peut-être pas la goutte de ses fantasmes, mais elle était à la surface et c'était déjà plus que suffisant. Voilà l'extrait de la nouvelle des Beyinan pour sa nouvelle proposée lors du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Revenons à notre auteur pour lui demander de nous parler de vos œuvres de bande dessinée. Un mot là-dessus, brièvement. La bande dessinée et moi, c'est comme la chair et la peau. Et toutes les deux, la chair et la peau et l'os. Donc c'est moi, c'est ma personne, c'est ma vie, c'est tout quoi, pour moi. Je n'ai pas appris à dessiner à l'école. C'est arrivé comme ça depuis tout petit, puis c'est resté à moi, et puis ça a dominé mon être. Ça a dominé mon être au point que j'ai décidé d'arrêter tout ce que j'ai fait dans la vie pour dessiner. Dessiner pour gagner quoi? Je ne sais pas. Pour que ça aille où? Je ne sais pas. Est-ce qu'il fallait me poser ces questions-là quand ça m'a envahi? Non. Je ne me pose pas de questions, je me lance là-dedans et je vais y aller comme ça, à l'aveuglette peut-être, mais ça va m'amener où ça va m'amener. C'est comme ça. Je sens que vous aimez la bande dessinée juste par votre façon de parler. C'est une passion qui m'a envahi, qui me domine, qui me conduit, voilà, et je me laisse aller, voilà, sans réfléchir, sans me poser de questions. Et c'est comme ça que je l'ai fait avec beaucoup d'amour, pour que ceux qui vont lire ce que moi j'ai produit aiment aussi. Et où trouver l'enfer à la mayonnaise et vos autres œuvres bande dessinée et autres? L'enfer à la mayonnaise, là, il faudra appeler Christian Gombo, c'est lui qui gère mes livres ici. Christian Gombo de l'AESH? Oui, de l'AESH. Christian Gombo, il parle pas beaucoup, il écrit beaucoup, il réfléchit tout le temps. Très bien, il écrit très bien. Il est magnifique parce que non seulement il a ses propres livres, il s'occupe aussi des autres, il fait la promotion des autres, il se casse vraiment 1000 morceaux pour ça. J'ai profité de l'occasion pour les saluer ici. Bonsoir, monsieur Christian. Donc voilà, et puis pour mes bandes dessinées, là, il faut au Centre Bilembo. Centre Bilembo, vers Itex Africa. Et ça revient à combien vos œuvres généralement? Je ne sais pas. Bon, moi, j'ai déposé moi, et puis ceux qui s'occupent de la vente s'occupent de la vente. Et puis, vers Sosimat, il y a un nouvel immeuble là. Non, pas Sosimat, après. Oui, Sosimat. Il y a un nouvel immeuble là, je ne sais pas comment ça s'appelle encore. Il y a au rez-de-chaussée, il y a mes bouquins là-bas. Et puis, à la Maison du Savoir, vers ISP Gombe. On peut trouver ça aussi là-bas. Je crois. Monsieur Hassim Babati, Encre Plume vous remercie de votre disponibilité. Mais c'est moi qui remercie Encre Plume pour l'invitation. Vous l'avez sans doute compris, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Monsieur Zidam, ça a été une joie de partager ces moments avec vous, tout comme Monsieur Hassim Babati. Si vous voulez faire la promotion de vos œuvres, tant littéraires que scientifiques, contactez Encre Plume au 081 97 56 972. 081 97 56 972. N'hésitez pas de nous suivre et de vous abonner sur nos différentes pages réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok et autres. Encre Plume, c'en est fini pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Encre Plume avec Cathy Devel. Encre Plume. Chaque samedi, 20h10, Encre Plume.